Donc, bonjour Olivier Rollin, merci beaucoup d'avoir accepté Bonjour. notre invitation et on est ravis dans la maison d'édition, jeune maison d'édition mexicaine Cantamares de vous accueillir dans notre catalogue. Vous êtes un auteur qui compte beaucoup pour nous, pour moi. Et, euh, et bon, c'est ça. Si mes informations, si mes recherches sont bonnes, c'est ça la première fois que vous êtes traduit au Mexique, parce que vous avez déjà été traduit en Espagne. Une grande partie de votre œuvre a été traduite en Espagne. Je pense aussi en Argentine, mais surtout en Espagne. Oui, non, en Et Argentine, non. en Argentine, non. Non, Ah, non, écoutez. je, je, Ah non, je on est très m'étonne latino-américain. de ne pas avoir été traduit en Argentine, mais je n'ai pas été traduit en Argentine. D'accord, bon. Vous êtes surtout traduit Donc, en honneur au Mexique. Espagne. Voilà, En Espagne et maintenant le Mexique. Voilà. voilà. Et donc, je vais vous présenter brièvement pour nos lecteurs mexicains, pour le public de la Foire du Livre de Guadalajara. Et, donc, vous êtes un écrivain français. Vous êtes né en 1947 à Boulogne-Billancourt, très près de Paris. Et vous avez passé, dès le début, votre vie était marquée par les voyages. Vous avez passé votre enfance au Sénégal. Après, vous avez fait des études de lettres et philosophie à l'école normale supérieure. Et vous avez aussi un passé militant. Vous avez appartenu à la gauche prolétarienne et un peu la branche militaire, celle qui faisait des mauvais coups, hein, un peu illégales. Oui. Et donc, de Ouais. la nouvelle résistance populaire. Voilà, donc la politique fait partie de vos passions. Et vous avez aussi été journaliste, donc critique littéraire et un peu éditeur, vous m'avez dit tout aussi. Mais vous êtes, à mon avis, vous me corrigerez, avant tout écrivain, un écrivain voyageur et un écrivain qui est, je voudrais mettre l'accent là-dessus parce que dans les panoramas de la littérature française, vous avez cette place d'écrivain voyageur, de quelqu'un qui est vraiment ouvert au monde, avec cette curiosité, ce désir de comprendre. Et bon, et aussi, vous êtes soumis à ce sorte de devoir, en tout cas c'est comme ça que vous le présentez, et de apprendre à boire. Un écrivain doit surtout boire. Et donc, bon, ce que nous revenons aujourd'hui, c'est votre roman qui porte sur une ville mexicaine, donc une ville mythique qui est Veracruz. Et donc, vous avez fait un très beau roman que je résume brièvement sans le spoiler, parce que bon, il y a une intrigue. Et donc, on retrouve un universitaire un peu d'un certain âge, hein, en tout cas, mais Bien. qui se sent vieillir et qui va à Veracruz, et qui est invité à Veracruz, à l'université, pour donner des conférences sur Proust. Donc, il donne un titre à ces conférences qui laisse tout le monde un peu perplexe. Donc, Proust M'énerve. Je prenais Proust Proust aussi, oui. m'énerve. Proust m'énerve. Et donc, mais ce qui est le plus important pour lui, c'est qu'il rencontre une jeune femme cubaine et dont il tombe amoureux et qui disparaît soudainement. Donc, la disparition de cette femme, de cette jeune femme, et qui représentait la grâce et la vie pour ce personnage, est accompagnée de l'arrivée. Donc, le départ est accompagné de l'arrivée des 4 récits, donc mystérieux, donc qui arrivent plutôt mystérieusement dans une enveloppe, et, que le narrateur traduit. Et donc, c'est une histoire autour, c'est un récit à 4 voix, donc c'est les mêmes moments racontés par 4 voix différentes, 3 hommes et une femme. Et donc, c'est une histoire très noire, des désirs, des violences, mais qui se déroule dans ce Veracruz dont j'aimerais que vous nous parliez. Donc, peut-être c'est ça la première question. Pourquoi Veracruz? Comment vous êtes arrivé à cette ville, à ce sujet? Et bon, merci encore, Olivier Rollin.
Ben, je voulais que ce soit, au Mexique. Euh, Pays où je suis déjà allé au Mexique, mais c'est un pays que je connais assez peu. J'y suis allé une première fois quand j'étais vraiment très jeune, et puis j'y suis retourné une autre fois, je sais plus, il y a 10 ans peut-être, quelque chose comme ça. Mais c'est pas un pays que je connais beaucoup. Et je le connais plus à travers la littérature, mais en plus une littérature qui n'est pas une Mm. littérature mexicaine. Je le Mm. connais à travers Malcolm Lowry, bien sûr. Je le connais à travers, euh, je sais pas, Graham Greene, par exemple, aussi, Mm. La puissance et la gloire. Je le connais à travers Bataille, à travers la part maudite. Enfin bon, voilà. Mais donc j'ai une connaissance indirecte du Mexique et qui n'est pas du tout une connaissance en vérité, qui est une espèce de montage comme ça, d'images, de fantasmes. Bon. Mm. Enfin, en tout cas, à cause de ces fantasmes-là, où passe de la violence, où passe du désir, j'avais envie que ça se passe au Mexique. Voilà. Et pourquoi Veracruz? Je ne sais pas, parce que c'est un nom, oui, mythique, Veracruz, mais et surtout parce que je voulais que ce soit dans une ville à la fois réelle mais complètement imaginaire. C'est-à-dire, je ne suis jamais allé à Veracruz. Euh, euh, et je ne voulais surtout pas que ça corresponde à une Oui. réalité de la ville. C'est-à-dire, j'aurais pu faire comme on fait maintenant, aller sur Internet, regarder des photos, même j'aurais pu regarder rue après rue, j'aurais pu avoir une idée assez réaliste de ce qu'est la ville, mais je ne voulais absolument pas. Je voulais que ça reste une ville, oui, fantasmée, imaginaire, Mhm. et alors, où il y a évidemment beaucoup de violence, ça je crois que malheureusement c'est vrai. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que, oui, mais ces raisons qui sont ténues, si vous voulez, qui sont des raisons Mm. qui tiennent plus du rêve, de vieilles images littéraires. Bon, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi le Mexique et Veracruz. Mais pour dire les choses honnêtement, ça aurait pu être la Colombie, voilà. Mais non, c'était le Mexique. Le Mexique a quelque chose je ne sais pas, une ancienneté, pour moi, une Oui. ancienneté qui faisait aussi que je voulais que ce soit ce pays-là. Mais enfin bon, oui, voilà. Je vais pas en dire plus. Et dans votre roman, parce qu'il faut dire que vous écrivez des romans, mais vous avez aussi une écriture hybride, une écriture toujours qui est à la recherche de sa forme. En préparant cette conversation, vous m'avez dit que Veracruz serait peut-être votre dernier roman, hein, que vous avez, que c'est pas c'est un genre pour lequel vous êtes connu, mais c'est pas votre genre. Pourquoi le roman? Pourquoi vous êtes revenu au roman euh, pour ce Avec ce récit? livre, Oui. bah, parce que quand même, bon, je pratique beaucoup et j'aime beaucoup l'écriture, euh, on peut dire, documentaire, enfin, Mhm. l'écriture qui cherche à se confronter au réel et à en rendre compte avec le plus d'exactitude possible. Bon. J'aime cette morale-là, si vous voulez, Mhm. de l'écriture, qui est d'essayer d'être exact. Bon. Euh, mais évidemment, la fiction, le roman offre inversement beaucoup plus de liberté. Bon. Euh, et là, je voulais décrire plusieurs figures du mal, enfin, plusieurs figures Mhm. du rapport du sexe et du mal. Bon. Euh, alors, je ne pouvais pas être, je ne pouvais pas être exact pour la raison Mhm. très simple et heureusement pour moi, c'est que je n'ai jamais été confronté
à des assassins sexuels, je n'ai jamais été confronté voilà, au viol, à l'inceste, enfin à toutes ces choses-là qui figurent dans le livre. Oui. Bon. Donc là, ça n'était plus l'impératif d'exactitude qui était le mien, c'était au contraire la possibilité de développer au maximum des figures sataniques, enfin des figures très sombres du sexe. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, le roman, oui, m'offrait des possibilités plus grandes, une liberté plus grande. De la même façon que le fait d'inscrire cela dans un lieu à la fois réel mais imaginaire m'offrait de plus grandes possibilités aussi. Voilà. Il y a, moi, je ne suis pas, je n'ai, comment dire, ce qui m'importe au fond et ce qui devrait importer à tout écrivain, je pense, c'est le pouvoir des mots. Voilà. Oui. Et certaines fois, le pouvoir des mots se mesure à ce que j'appelais leur degré d'exactitude, mais d'autres fois, ils se mesurent au contraire, à leur capacité à susciter des cauchemars. Bon. Donc, quelquefois, c'est le reportage, si je puis dire, et quelquefois, c'est le roman. Voilà. Peu importe le genre, ce qui importe, c'est d'aller au bout des possibilités des mots. Et pour ce roman, donc, ce qui vous intéressait, c'était justement de voir les rapports du langage à la violence, au mal, comme vous dites. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était de décrire, enfin, d'imaginer, oui, la part satanique, la part démoniaque qu'il peut y avoir, qu'il y a presque toujours dans la sexualité. Et il me semblait que pour cela, que pour décrire le mal, il faut toujours essayer qu'il y ait de la beauté dans les mots, mais on est plus encore, cette beauté est plus encore nécessaire. Je pense qu'il faut vraiment, pour parler du mal, avoir une écriture qui soit la plus poétique possible, la plus la plus ciselée, la plus parfaite, travaillée, etc. Voilà. Je ressentais cette nécessité de faire comme un poème à partir de choses affreuses. Oui, on ressent cette... j'ai eu le plaisir de traduire le roman et en effet, on voit cette exploration de la langue. Et bon, chaque personnage, il faut le signaler, chacun des personnages a sa voix. Parle différemment. Sa respiration parle différemment, a son propre vocabulaire. Donc, on a un prêtre. Un prêtre défroqué, oui. Le prêtre défroqué, hein, Ignacio. Puis on a El Griego et sa fille, donc sa fille Susana. Et on a on comprend que c'est son compagnon, son mari, Miller, et chacun montre un rapport à sa propre expiation, son propre vocabulaire aussi, sa propre vision des relations qui se tissent entre eux autour d'un endroit, qui est cette grande bâtisse qui est au bord de la mer et qui prend comme, disons, la scène. C'est une bibliothèque, c'est une grande bibliothèque qui sert à un trafic des tabacs, des cigares, hein, des puros. Donc, vous avez donc transformé la bibliothèque dans un lieu de crime. Vous avez vidé, c'est ce il faudrait, j'aimerais que vous nous parliez de ça. Donc, les personnages vident les livres
pour cacher à l'intérieur des cigares. Et donc, à un moment, les narrateurs, un des narrateurs dit que dans ces boîtes se trouve le secret de la littérature, qui a aussi une potentialité de la littérature. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça, de cette idée, de comment vous avez transformé la bibliothèque, comment vous avez transformé les livres dans un lieu de trafic? Ah, ben, au départ, je dois confesser, vous savez, le départ de ce livre, je l'ai écrit il y a très longtemps. Oui, Très c'est longtemps. vrai que c'est... L'histoire du prêtre, là, l'histoire de Ignace, je l'ai écrit il y a très très longtemps et je n'avais pas imaginé de faire une suite. C'est progressivement, avec les années, qu'est venue l'idée de faire une suite. C'est un livre très court, mais c'est le livre que j'ai mis le plus longtemps à écrire. D'accord. Bon, donc je crois au début l'idée des livres qui devenaient des boîtes, enfin, dont on enlevait le texte et puis à la place on mettait des cigares pour des Havanes pour exporter ça aux États-Unis. Au départ, c'est un artifice romanesque comme ça qui m'est venu. Je n'y mettais pas d'intention particulière. Si ce n'est que, oui, je crois qu'il y a toujours quelque chose de mystérieux et de caché dans un texte littéraire. Bon, ça n'est pas une chose qui se donne du premier abord. Il y a toujours un mystère en dessous. La littérature, oui, est essentielle. J'ai dit qu'elle devait être exacte, c'est-à-dire qu'elle doit s'efforcer de dire le réel, mais en même temps, il y a une grande part de tromperie, de ruse, d'artifice dans l'écriture. Oui, et aussi il faut dire que le livre reste sans une fin. Il y a une sorte de... je ne vais pas trop dire du livre, mais il y a une volonté d'inachèvement. Oui. Il y a une réflexion autour de l'inachèvement et une sorte de poétique, je dirais même, hein, on ressent ça à la lecture, une sorte d'éthique de l'inachèvement. Et pourquoi vous avez adopté ce point de vue pour... Mais parce qu'il faut que la littérature explore tous les points de vue. Bon. Et même qu'elle en invente des points de vue qui... Bon, en général, nous avons coutume de penser dans la vie de tous les jours et aussi dans la vie littéraire qu'il y a un début, une fin, qu'il y a une suite, un enchaînement logique, enfin bon, voilà, que toute chose se déroule selon une certaine logique. On peut penser le contraire, voilà. On peut, en tout cas, on peut essayer de penser le contraire. On peut essayer de penser, et encore une fois, la littérature est faite, entre autres, pour essayer de penser des choses que nous ne pensons pas d'habitude, qui ne tombent pas sous le sens. Bon, on peut penser qu'au contraire, il n'y a aucun enchaînement, ou que les enchaînements sont tout à fait différents de ce que nous imaginons, que les choses qui viennent après sont la cause des choses qui viennent avant. Voilà. Et surtout, on peut penser qu'il n'y a pas de rationalité dans le monde. Bon, il y a une phrase, c'est pas ça qu'il voulait dire, je pense, mais il y a une phrase de Flaubert qui dit à peu près la plus grande maladie dont est atteinte l'humanité, c'est la volonté de conclure. Bon. L'idée que, oui, voilà, tout doit... Et alors, dans la littérature, ça se manifeste, par exemple, par le fait... Enfin, ça se manifeste traditionnellement par le fait qu'il y a un dénouement. Bon.
un dénouement. Il y a une intrigue et un dénouement. Mais non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je veux dire, les plus grands livres dans l'époque moderne sont des livres où il n'y a aucune intrigue et où il n'y a aucun dénouement. Bon, c'est pas des livres qui dénouent, c'est des livres qui nouent, au contraire. C'est des livres qui n'avancent pas. C'est des livres qui piétinent, qui ressassent. Enfin, je ne sais pas, que ce soit Faulkner ou que ce soit Claude Simon, c'est une espèce de ressassement où s'approfondit un mystère. Bon, voilà. Alors, j'ai oublié votre question. Oui, mais oui, pourquoi? Oui, dans ce livre-là, oui, j'ai voulu explorer la possibilité, justement, de ne pas conclure, de ne rien dénouer, de nouer au contraire des choses de plus en plus incompréhensibles. Voilà. Je ne dis pas que, pardon, je ne dis pas que c'est mon éthique personnelle, c'est l'éthique de ce livre-là. C'est pour ce livre, mais je ne sais pas si c'était votre intention, mais bon, on voit aujourd'hui, par exemple, avec toute cette manière par les séries ou ou disons cette sorte de narration américaine qui s'est un peu imposée, où il y a toujours une fin, donc un dénouement, justement. Et est-ce que, là, je vais peut-être vous poser une grande question comme ça, mais est-ce que vous diriez que c'est quelque chose de plus propre à une écriture, je ne sais pas, française comme la vôtre, d'être toujours en train de questionner les formes, oui, sans doute. formes narratives? Oui, sans doute. C'est pour ça que la littérature française, quelquefois, a mauvaise réputation auprès en Amérique, par exemple. Enfin bon, oui, elle est trop intellectuelle, etc. Mais enfin, je crois que c'est pas. Moi, je dirais pas que c'est spécifiquement français. C'est plutôt. Là, je reviens un peu sur ce que je disais avant. C'est plutôt. Il y a une conception traditionnelle, disons, 19e siècle, du roman, qui est que ça déroule une histoire et qu'il y a une fin, une conclusion. Anna Karénine se jette sous le train, voilà. Bon, Madame Bovary s'empoisonne. Bon, voilà, ça va jusqu'à un dénouement. Bon, ça, c'est une conception traditionnelle. Je ne dis pas qu'elle soit mauvaise. On peut toujours écrire des romans comme ça, mais c'est une conception ancienne qui fait que, oui, qu'on a hâte de savoir, on a hâte de connaître la fin, vous savez. Donc, la forme caricaturale de ça, c'est ce que les Américains appellent en effet page turner. Bon, voilà, il faut. Alors que la conception, je crois que une conception plus moderne, mais plus moderne, c'est une conception du XXe siècle. Bon, c'est le contraire de page turner. C'est au contraire, les grands romans du XXe siècle, ce sont des romans où la matière verbale de la page vous arrête. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Non, vous avez envie de vous intéresser à ce mystère qu'est cette page-là. Quand vous lisez Faulkner, c'est ça que vous avez, c'est ça que vous ressentez. C'est cette espèce de, vous êtes immobilisé par la puissance du verbe. Bon, quand vous lisez Claude Simon aussi, voilà. Alors, je crois que ce sont plutôt une conception, je veux dire, ancienne et une conception moderne, mais moderne qui a été développée dans tout le XXe siècle, voilà. Et il se trouve qu'en France, en effet, disons, elle est assez représentée. Bon. Et je me sens plutôt de ce côté-là que du côté d'Alexandre Dumas, même si ça a des mérites, Alexandre Dumas, bien sûr. On lit plus Alexandre Dumas que Claude Simon. Bon, mais malheureusement. C'est un auteur qui compte aussi beaucoup pour nous. Hein. Donc, on a traduit le petit livre Le Cheval de Claude Simon. Ah oui. Donc, c'est ça dans la même collection que vous. Ah, honoré, oui. Mais si on revient à ce qu'on disait excusez-moi, au tout début. Oui, excusez-moi, je t'interromps. Ce que je viens de dire là, dites-moi. Ce que je viens de dire là, c'est d'ailleurs à peu près ce que raconte Claude Simon
dans son discours du prix Nobel, là où il dit, en effet, il y a une Oui. conception ancienne du roman, et puis moi, je représente une conception autre, quoi, différente. Bon, pardon, je vous ai coupé. Non, 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 mais avant parce qu'on va rester donc restons avec Claude Simon, hein, qui avait une vision très, très mélancolique, hein, un rapport au temps, au passé. Il y a toujours ces ressassements, mais aussi dans Veracruz, on voit un autre auteur de la mémoire, l'auteur de la mémoire, du ressassement aussi, hein, qui est Proust, et qui énerve Oui, le narrateur. oui, Bon, mais cette référence à Proust, bon, c'est aussi, à mon avis, un indice de l'importance que la mémoire a dans votre œuvre. Votre œuvre, c'est même votre dernier livre, Extérieur Monde. Bon, c'est pas des mémoires, mais c'est un livre de souvenirs où vous essayez de trouver une forme, un montage, une forme, quelque chose qui puisse contenir toutes ces différentes découvertes du monde, tous ces petits fragments du monde que vous avez conservés en mémoire. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans vos phrases dans Veracruz. Il y a un peu de tous ces souvenirs, de toute cette matière mémorielle, sensorielle aussi. Donc, et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rapport à la mémoire, de cette place qu'a la mémoire dans votre écriture? oui, oui, je vais essayer. La première chose que je dois dire, personne ne me croit, mais c'est pourtant affreusement vrai. Je suis un infirme de la mémoire, c'est-à-dire j'oublie, mais horriblement, horriblement. Voilà. J'ai toujours été obsédé par ça, mais je le suis de plus en plus, évidemment, en vieillissant, parce que ça ne s'arrange pas. Bon. Mais heureusement, je lutte contre cela en prenant beaucoup de notes. Donc j'ai des dizaines de carnets où je note des choses que sinon j'aurais oubliées 2 semaines plus tard. Bon. Et donc voilà, c'est le premier point. Alors, je pense, il n'y a aucune définition, c'est pas intéressant d'essayer de définir ce qu'est la littérature, ça n'a aucun sens. Elle est absolument multiple, profuse, aucune définition ne convient. Mais il y a tout de même bon, un peu des fonctions, des pouvoirs, quoi, de la littérature. Et moi, je crois assez. J'aime assez ce récit de Borges qui dit, voilà, le récit s'appelle, comment vous voyez, j'ai oublié, il s'appelle El Testigo, si. Voilà. Voilà. Et qui dit, et dans ce récit, il y a ces phrases, une chose ou une infinité de choses meurent avec chaque agonie. Qu'est-ce qui mourra avec moi quand je mourrai, dit Borges. Bon. Le souvenir d'un cheval sur le terrain vague entre Charcas et je ne sais plus quelle autre rue. Enfin bon, bref, il essaie, qu'est-ce qui va mourir avec moi quand je mourrai? Bon. Eh bien, précisément, ces choses-là ne sont pas mortes parce qu'il a écrit sur le cheval, sur la barre de soufre dans un tiroir d'acajou, sur la voix de Macedonio Fernandez, etc. Bon. Mais donc, je pense que la littérature, une de ses fonctions, et celle que je ressens, moi, fortement, que j'éprouve fortement, c'est de faire en sorte que les choses que nous avons connues ne meurent pas avec nous quand nous mourons. Voilà. Donc, c'est de faire survivre des visages, des usages, des coutumes, des paysages, des états de langue, des émotions, etc., qui nous ont traversés, que nous avons connus, et que ne connaîtront pas de la même façon ceux qui nous suivront. Voilà.
Donc je pense qu'il y a quelque chose d'essentiellement, oui, mélancolique dans la littérature, parce que ça ne veut pas dire qu'elle est triste ou bête. Non, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a maintenant en France, en tout cas, une espèce de telle valorisation de ce qui est moderne, jeune, dynamique, vie, etc. Bon, mais non, je veux dire, la mélancolie, elle est gaie aussi, enfin, elle est gaie, elle est intelligente, elle est drôle. Bon, mais oui, la littérature est mélancolique parce que l'objet, la matière de la littérature, c'est le passé. Voilà, c'est pas uniquement ça, mais c'est beaucoup le passé. Voilà. C'est avec le passé qu'on travaille. Et vous avez, par rapport justement à la mélancolie, on ressent en vous lisant, même votre narrateur dans Veracruz, celui qui rapporte le récit, qui le traduit, on voit qu'il se développe chez lui une sorte de conscience super aiguë de la réalité, du passage du temps, et ce qu'on dit, c'est une sorte d'intelligence presque douloureuse, mais il y a aussi peut-être une sorte de moyens cognitifs, quelque chose qui permet de De connaître le moyens, monde. Quelque chose qui permet la mélancolie permettrait de connaître le monde d'une autre manière, d'une manière peut-être plus aiguë. ben, c'est-à-dire, oui, Plus réaliste. ce qu'il y a de. Elle permet de connaître le monde comme étant tout le temps en danger de mort. Enfin, voilà. Tout, tout passe, comme dit un titre d'un auteur russe que j'aime beaucoup aussi. Tout passe. Et il y a cette très belle image dans Proust, justement. Parce que quand je dis Proust m'énerve, quelques aspects de Proust m'énervent, mais j'ai évidemment une admiration très grande pour Proust. Bon. Mais donc il y a cette image dans le temps retrouvé, où quand le narrateur comprend voilà, qu'il va se mettre à écrire, mais il se dit il est déjà bien tard. C'est comme un peintre qui voudrait peindre un paysage d'un lac dans une montagne, et il monte sur le chemin pour essayer d'avoir un point de vue sur le lac, mais il y a tout le temps des arbres qui l'empêchent de le voir, et quand il arrive à un endroit d'où il aperçoit le lac et où il peut commencer à peindre, déjà la nuit vient, la nuit où l'on ne peut plus peindre. Bon, la nuit où l'on ne peut plus peindre. Bon, et la nuit où on ne peut plus peindre, eh ben c'est notre propre disparition, c'est la mort. Mais voilà, on peint, on écrit toujours sous la menace de la nuit où on ne peut plus peindre qui va venir. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, c'est une manière de comprendre l'essence, la fragilité, l'essence tragique quand même des choses, oui. Et si on revient au début de notre conversation, et quand on parlait du roman, est-ce que vous trouvez, parce que bon, il y a une tendance en France vous le savez très bien, l'autofiction, l'exofiction, Oui. etc. Et il y a certains auteurs qui disent avoir abandonné le roman, qui leur semble, qui ne répond plus à à l'actualité, à ce que le monde demande. Est-ce que, quand vous dites que, par exemple, Veracruz serait peut-être votre dernier roman, on ne sait pas, mais bon, et est-ce que c'est pour ces raisons, ou c'est parce que vous voulez explorer d'autres formes, ou c'est parce que vous trouvez que le roman ne répond plus à ce que le monde nous demande? Non, mais d'abord, je ne suis pas sûr que. Bon, peut-être j'écrirai encore des romans, je ne sais pas. J'espère.
je vous ai dit ce qui, enfin, je l'ai dit un peu au début, ce qui m'importe, c'est d'essayer c'est d'essayer de trouver, de susciter la puissance des mots. Voilà. Et il y a des tas de façons, des tas de défis auxquels on peut confronter les mots et des tas de façons d'exciter leur puissance. Voilà. Encore une fois, le roman en est une de ces façons, mais d'autres écritures plus descriptives sont aussi une façon. La poésie en est une autre, etc. Donc, voilà, je ne me sens pas romancier, mais je ne me sens pas non plus. Bon, vous avez dit, vous avez raison, hein, mais je suis pas un écrivain voyageur. Je suis un écrivain qui voyage parce que je suis curieux du monde. Voilà. Bon, mais Oui. je me suis pas spécialisé Oui, non, dans la pardon. littérature de C'est pas voyage. ce que je voulais. Bon. Non. Donc, non, je ne dirais pas que le roman ne correspond plus à notre époque, enfin aux besoins littéraires de notre époque. Ce que je dirais, en revanche, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il y a un roman ancien, une forme ancienne de Oui, roman, qui en tout cas ne correspond plus à mon désir artistique. Voilà. oui. Ça n'est pas comme ça. Bon, là, Flaubert, lui, disait que ce qui est important, c'est de faire de la beauté avec les mots. Bon, finalement, écrire, c'est pas raconter des histoires. Écrire, c'est essayer de faire de la beauté avec les mots. Voilà. Alors, Oui. parfois, on peut y arriver par le biais du roman, parfois, on peut y arriver par le biais, je dis, d'un poème, parfois, on peut y arriver par. Enfin, bon, je m'en fous. Enfin, Mhm. bon, poco importa, non? Et voilà. Mais Et- c'est vrai que, alors, à part ça, oui, je n'écrirais pas, je pense, de roman, comme je dis tout à l'heure, avec une histoire, un dénouement, etc. Je ressens ça comme un petit peu suranné, un petit oui. peu. Bon, je vais inventer le nom, comment il va s'appeler. Alors lui, il va s'appeler, je sais pas quoi, Amédée, et puis elle va s'appeler comment. Non, tout ça, je trouve ça un peu vieux jeu, quoi. Voilà. Mais bon, c'est mon avis à moi. Est-ce que vous lisez des romans? Quelles sont vos lectures aujourd'hui? Oui, je lis des romans, bien Vous sûr. relisez beaucoup, Oui, apparemment. je relis pas mal, ou quelquefois, vous savez, je me suis aperçu, parce que j'étais obligé de déménager ma bibliothèque, enfin ma bibliothèque et tout ce que j'avais. J'ai été chassé de mon appartement Ah, où désolée. j'étais depuis presque 40 ans. Bon, et donc il y avait, je ne sais pas combien, il y avait à peu près, on ne peut pas compter, mais il y avait à peu près 8 000 livres. Bon, euh, Oh, sur ces 7 ou 8 000, j'en ai lu très peu. Je ne sais pas combien j'en ai lu, mais la plupart, je ne les ai pas lus. Et donc, mais y compris des grands livres. J'ai lu, là, tout récemment, par exemple, le dernier livre que j'ai lu, euh, je, je crois que je ne l'avais jamais lu, c'est Le Château, Kafka. Je ne crois pas que j'avais lu Le Château. Voilà. Bon, ben je l'ai lu là, il y a 8 jours. Et donc je relis beaucoup, oui, mais je lis aussi quand même des contemporains. Mais c'est vrai que les contemporains, j'ai tendance à lire ceux que je connais et que je connais, qui sont devenus des amis et dont j'aime oui. voilà, dont j'ai aimé les précédents livres, etc. Je ne vais pas lire tous les livres. Voilà, le prix C'est la Goncourt qui va rentrée. être décerné demain, je ne l'aurais pas lu et Oh je oui, ne c'est l'aurais pas. demain. Voilà. Et on a encore un tout petit peu de temps. Je voudrais peut-être pour, euh, pour conclure, bon, il y a aussi, on a évoqué au tout début de notre conversation euh, cet autre aspect dans votre vie, mais aussi c'est quelque chose qu'on voit dans vos livres, c'est ce rapport aux politiques. Et vous avez abordé ces questions dans votre œuvre, et soit dans la fiction, soit un peu dans cette écriture un peu plus, disons, hybride. Et est-ce que, enfin, et en même temps, donc, je suis un peu longue, pardon, pour poser ma question, et en même temps, vous avez identifié, disons, dans la littérature, une puissance, et cette puissance viendrait
du fait qu'elle elle aide à, disons, à trouver sa liberté, à trouver notre chemin de la liberté. Bon, vous ne le dites pas comme ça, vous dites très très bien, mais bon, moi c'est un peu comme ça qui m'est resté. Et est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces rapports de votre rapport au politique, ou plutôt entre la littérature et le politique? C'est une Oui, vaste question. oui, vaste question. Et puis, je vous dirais que j'espère que je ne vous décevrai pas, mais c'est très important pour moi. Ça a fait partie énormément de mon éducation, d'avoir été pendant 6 ou 7 ans, ou 8 même, je ne sais plus, enfin longtemps quand même, parce qu'à l'époque j'étais très jeune, donc ça faisait 7 ans, 8 ans, ça faisait beaucoup, d'être passé par cette expérience très radicale, très, très, très violente, euh, très sectaire aussi, etc. Cela m'a autant formé que l'université. Bon. Et, et, et ça m'a appris justement pour autant qu'on puisse apprendre ça, mais ça m'a appris qu'est-ce que c'était comment fonctionnait la pensée extrême, la pensée radicale, etc. Bon. Ce qui m'a permis d'en sortir, je vous dirais, c'est justement c'est la littérature. La littérature se situe, à mon avis, absolument à l'opposé de cela. Bon, là, je vais dire des choses que beaucoup d'autres ont dites avant moi, mais que Kundera a dit, que tout le monde a dit, que Flaubert a dit, que tout le monde a dit, que Barthes a dit. Voilà, que la littérature, c'est le domaine, la littérature et spécialement la littérature romanesque, c'est le domaine de l'incertain, c'est le domaine de l'ambigu, c'est le domaine c'est le domaine où personne, enfin, dans un vrai roman, un grand roman, personne ne détient la vérité de ce roman. C'est pas une leçon, c'est pas un sermon, un roman. Il n'y a pas le bien et le mal, etc. Enfin bon, bref. Euh, donc, euh, donc voilà, ce principe d'incertitude, si vous voulez, qui gouverne la littérature, est absolument à l'opposé du principe de certitude, de conviction, etc., qui est à l'œuvre dans la politique. Donc, je dirais que ça m'a servi, ça m'a éduqué, mais je ne progressivement, quand j'ai commencé à devenir écrivain, j'ai abandonné aussi la posture du militant, du militant radical, de celui qui est sûr d'avoir raison, etc. Donc pour vous, dans votre écriture, il n'y a pas il y aurait pas vous direz pas que par exemple vous avez des moments dans votre écriture qui sont politiques. Qui sont politiques, par exemple. Si, sans doute, mais ils ne le disent pas de façon politique. Oui. Ils n'affirment rien. Ils n'affirment rien. C'est-à-dire, c'est donc les rapports que votre écriture, les non-rapports que votre écriture aurait avec la politique. Et peut-être pour conclure, il y a des tas de choses qui sont, il y a des tas de choses qui sont politiques, en effet, dans ce que j'écris. Mais elles sont un peu dissimulées, elles sont un peu cachées. Encore une fois, elles ne sont pas affirmées. Voilà. Mais un lecteur attentif peut très bien les réunir. donc vous restez en tant qu'écrivain dans cette incertitude qui n'est pas incompatible avec un positionnement
parce que Non, bien sûr que non, c'est pas on le incompatible avec voit. un positionnement, mais l'écriture pour moi n'est pas, sauf cas extrême évidemment. J'ai la chance de vivre en Europe de l'Ouest, en France. Voilà, si j'avais vécu, je ne sais pas, sous la dictature militaire en Argentine ou au Chili, mon point de vue sur à quoi sert la littérature serait différent évidemment. Bon. Euh, mais en tout cas, j'ai perdu le fil. Je je ne fais pas je ne fais pas pour moi, la littérature n'est pas essentiellement une arme. Voilà. Non, D'accord. elle est une arme. Elle est une arme parce que elle est un moyen absolument le plus puissant qui soit pour développer l'intelligence des lecteurs, pour développer leur capacité d'agir sur le monde, etc. Mais tout cela se fait de façon indirecte. Bon. Il y a une phrase que j'aime à citer, elle n'est pas d'un penseur très révolutionnaire, hein, puisque c'est Paul Valéry. Bon. Mais oui, il était intelligent quand même, Paul Ah Valéry. non, mais Bon, et c'est j'ai une rien phrase, contre Valérie. c'est une phrase qui dit un homme, alors maintenant on dirait un homme ou enfin bon, un homme, ça veut dire un homme ou une femme, bon, évidemment, bon, ne pourrait pas vivre sa vie s'il ne pouvait pas en vivre des centaines d'autres. Bon. Pour vivre sa propre vie, c'est-à-dire pour être capable de faire usage de sa liberté dans sa vie, il faut avoir vécu des centaines d'autres vies. Il faut avoir été Madame Bovary, Anna Karénine, il faut avoir été, etc., etc., le prince André, il faut avoir été, bref, il faut avoir été des centaines de personnages. Il faut avoir été un homme, une femme, il faut avoir vécu au 19e siècle, au 18e siècle, il faut toutes ces choses-là. Voilà, tout ça fait qu'on peut vivre sa vie avec enfin, plus de liberté. Bon, donc évidemment que c'est une arme, mais ce n'est pas une arme au sens ça va, c'est pas un programme politique, voilà, un roman. Oui. Oui. On va écouter avec ces réflexions très riches, on va conclure notre conversation. Merci beaucoup, Olivier Rollin, pour votre générosité. Donc, vos lecteurs mexicains, mais pas que mexicains, pourront découvrir votre Veracruz, donc, dans la foire internationale du livre de Guadalajara. Et bon, merci infiniment pour votre temps et pour votre confiance. Mais écoutez, moi, je vous remercie très sincèrement de m'avoir traduit. Un plaisir. C'est toujours enfin, pour moi, c'est très important d'être traduit. Voilà. Dans une langue qui est quand même celle que je pratique le mieux. Je la pratique pas très bien, mais je la pratique mieux que d'autres. Et voilà, je suis content aussi de figurer dans le catalogue de cette maison d'édition qui publie des bons auteurs. Voilà, donc j'espère qu'on se Vous êtes en reverra. bonne compagnie. Hein. Et je souhaite Claude, bonne Claude lecture Simonin. aux lecteurs mexicains. Merci encore, Olivier Rollin. Et bon, donc, bon, pues hasta pronto. Hasta pronto. Sí.